Donc, dernier cours du mois de décembre, ensuite il y aura uniquement 2 cours, les 2 premiers vendredis ouvrables de janvier. C'est l'expression les vendredis ouvrables, c'est ça qui te fait... Oui, bon, c'est bien. Donc, tu as fait ta liste, ça va? Donc, je veux absolument finir le sujet. Il y a un certain nombre de choses à vous raconter. Ouais. Alors, peut-être, comme toujours, des petites remarques sur les choses laissées indiquées la semaine dernière. Donc, vous vous souvenez que je me suis servi d'hypothèses du style sigma transposé, dire regardez sigma transposé gradient U dans L2 et donc je ne sais pas comment appeler ça, sous-elliptique, hypoelliptique, etc. En tout cas, faire une hypothèse de minoration de ceci avec une certaine norme, et donc il faut que l'on gagne quelque chose, une certaine norme, je ne sais plus comment je l'avais appelé, LP, peu importe, où P est plus grand que 2. Alors donc, dans les exemples, je vous avais donné 3 exemples où on voyait d'ailleurs assez bien la structure de hypoelliptique jouer un rôle ou des structures de dégénérescence partielle. Donc, plusieurs observations là-dessus. Alors, la première observation, c'est que, bien entendu, et ça j'aurais vraiment dû le dire la semaine dernière, en fait, la véritable, ce qu'il suffit d'avoir, c'est d'avoir une estimation du style sigma transposé gradient U dans L2, et on peut rajouter une constante quelconque, mais il suffit de jouer sur le nu, ça ne change absolument rien. Donc, on peut rajouter une norme L2, hein, ça ne pose absolument aucun problème, parce que c'est dans le contexte d'identité d'énergie, on est en train d'écrire le d sur dt de U en norme L2 au carré, donc on peut se permettre d'avoir des termes de reste qui sont en norme L2, ça joue un rôle dans un Gromval, donc en fait la véritable hypothèse elle est comme ceci, et ça c'est assez important lorsque l'on veut additionner, je veux dire, une telle information, à ce moment-là, devient additive. C'est-à-dire que si ça marche pour... si localement, vous avez un sigma qui aura envie de fonctionner comme ceci, vous pouvez additionner les morceaux et obtenir une estimation comme ceci. Alors, pourquoi? C'est pas très compliqué, c'est simplement que lorsque vous localisez, donc si vous remplacez U par phi U, hein, c'est la localisation, ça permet de localiser et de découper. Donc de découper les zones d'influence. Alors, qu'est-ce que... Bah, à chaque fois, l'erreur de discrétisation, c'est un sigma transposé gradient phi U, et bon, bah voilà, donc ça se fait facilement. Et c'est ce que vous pouvez rentrer en supposant par exemple que sigma est dans l'infini, bah, vous avez facilement un terme de reste qui est en norme L2. Donc déjà ça permet de se dire que ce que je vous ai raconté la semaine dernière, les 3 exemples, on peut les prendre que localement. Donc en général j'avais placé ça près de 0, mais c'était pas, ça ne joue évidemment aucun rôle. Donc localisé près de 0. Ensuite, si chacun des morceaux a sa norme LP, vous avez récupéré différents morceaux avec des PI et des P différents, mais toujours grâce à Holder et en prenant le plus mauvais des P, vous obtenez une inégalité globale, toujours en jouant sur la norme L2. Hein, parce qu'une norme, si vous avez le P le plus mauvais puis un P qui est un peu au-dessus, bah celui-là, vous pouvez le découper. Vous pouvez facilement le découper en se servant de la norme L2. Donc on peut toujours, grâce à la localisation, découper, rajouter des machins, etc. Bon, donc ça c'est une petite remarque. La deuxième remarque que je veux faire, c'est que j'ai parlé d'une situation où on prenait supérieur à nu fois x bêta, x en norme bêta, fois gradient U, c'est-à-dire qu'on avait une annulation
en 0, et on a vu que si bêta était plus petit que D, je crois, non, c'est D sur 2, peu importe, on obtenait en fait une minoration avec une norme HS, et donc une telle minoration avec un P plus grand que 2. En fait, X bêta ne joue aucun rôle. La seule chose qu'il suffit de dire, c'est que, en fait, ceci, entre parenthèses, c'est-à-dire dire que le sigma transposé gradient U, ponctuellement, ben, s'il se minore par un A de X fois gradient U, et la seule chose qu'il faut faire, c'est supposer que 1 sur A a suffisamment d'intégrabilité pour que ça marche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire que gradient U, ben, c'est A gradient U, dont on sait qu'il est dans L2, fois 1 sur A, dont on sait qu'il est dans LR. Donc ça appartient à L 1 sur 1 demi plus 1 sur R. Et puis, il faut maintenant que cet exposant nous donne, par les injections de Sobolev, un exposant supérieur à 2, c'est-à-dire le P, c'est-à-dire le 1 sur P est égal à 1 demi plus 1 sur R moins 1 sur D. Et donc, pour que P soit plus grand que 2, ça veut dire que 1 sur P doit être strictement plus petit que 1 demi, et ça veut donc dire que 1 sur R doit être strictement plus petit que 1 sur D, et donc ce qu'il faut, c'est que R ici soit strictement plus grand que D. Bien. OK, donc ça c'est une remarque générale. Une troisième remarque que je ne maîtrise pas parce que l'expert est dans la salle et c'est pas moi. Donc c'est Otaret Kavian qui me signalait, donc je vous signale ça et c'est à lui qu'il faut s'adresser si on veut plus de précision. C'est que ce genre d'inégalité est caractéristique de ce qu'on appelle, j'avais vu ça en diagonale et j'ai essentiellement oublié et je ne connais pas les détails, mais c'est symptomatique et une condition quasiment nécessaire et suffisante pour les phénomènes de ultra-contractivité du semi-groupe associé, ultra-contractivité du semi-groupe associé, et ça a plein de conséquences, ça a plein d'applications en termes de propriétés du semi-groupe. Fait que le semi-groupe, c'est-à-dire l'équation parabolique associée à sigma, ou à sigma transposé, eh bien que, par exemple, ça vous donne des régularisations L infini, et cela vous dit que la norme L infini décroît à une certaine vitesse qui est automatiquement associée au P, pour juste donner un exemple. Bon, donc là, il y a certainement des choses à explorer, mais je dois dire que une des choses qui m'a beaucoup préoccupé cette semaine, et là, une semaine ne suffit absolument pas, c'est comment essayer, je vous ai donné des exemples en décomposant, en regardant des choses caractéristiques, mais en regardant des exemples encore plus compliqués, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un problème de méthodologie générale pour obtenir ces inégalités. Donc, je commence à entrevoir des pistes, mais ça va prendre du temps parce que c'est assez sophistiqué. Pourquoi? C'est que, donc, nécessité, besoin d'une théorie générale. Et c'est un peu compliqué parce que si les coefficients étaient réguliers, pour obtenir des choses comme ça, ce qu'on dirait, c'est que, on suppose que la bonne condition, ce serait de dire que l'algèbre de Lie engendrée par les colonnes de sigma transposées est pleine lorsque on se sert d'un nombre fini de crochets. Et c'est ça qui serait la bonne condition. Le seul problème, c'est que comme j'ai des coefficients qui sont irréguliers, je ne peux pas me servir d'une hypothèse comme ça. Donc, comment mettre en place des conditions absolument générales? Alors, j'ai commencé à travailler en se disant, OK, qu'est-ce qu'il faut? On voit bien et que si, localement, c'est ces questions d'algèbre de Lie, si vous pensez en des polynômes, vous voyez ce qui est les conditions qui sont sur les polynômes, en faisant simple en dimension 2. Mais bon, c'est un peu compliqué.
Donc, besoin d'une théorie générale, je suis sûr qu'elle existe. Elle existe dans la littérature sur les coefficients réguliers, mais c'est effectivement pas ce que je veux supposer. C'est pas si simple que ça, parce que si je vous donne juste un exemple avec, justement, je vais reprendre A de x, c'est la minoration, supérieure, et je vais faire supérieur à sigma transposé gradient U, je vais pas mettre de carré, je vais faire supérieur à A de x gradient U, et puis je mets plus x de bêta, gradient, ça c'est un gradient par rapport, et c'est un xy, plus un gradient y de U. Je vais mettre ça comme ça. C'est un des cas que j'ai regardé la semaine dernière. Donc j'avais mis des carrés, mais c'est évidemment la même chose, mais j'avais A égale à 1 la semaine dernière. Bien. Et justement, si on suppose que 1 sur A appartient à LR pour R plus grand que D, ben, de ces informations-là, on va en déduire que gradient XU est maintenant dans un certain... donc c'est pas... P c'est LQ, avec Q qui est égal à 1,5 plus 1 sur R, et que X bêta gradient YU appartient à LQ avec le même Q. Alors on pourrait avoir une deuxième dégénérescence devant le gradient Y et on aurait même un Q différent. Et là, le Q, il est plus petit que 2, de sorte que la démonstration que j'ai faite, la démonstration que j'ai qualifiée de physique théorique, qui consiste à dire, et là c'est 2 étoiles prime, 2 étoiles étant l'exposant conjugué. Donc, la démonstration que j'ai faite la semaine dernière ne marche plus, parce que je m'étais servi de Fourier opère mal dans LQ. Bon, alors il y a Terry Littlewood-Palais, les blocs dyadiques, j'ai commencé, je pense qu'effectivement ça peut marcher, mais c'est pas simple. Donc, en même temps, l'inégalité, si on la traite comme un physicien, on fait l'analyse d'échelle et l'inégalité, elle est vraie. Donc, bon, on tombe rapidement sur effectivement des questions méthodologiques, donc à suivre, ce sera peut-être l'an prochain. En tout cas, ça ne peut que marcher, mais la question est de trouver le bon truc. Alors déjà, ça m'a un peu calmé sur le besoin d'une théorie générale, parce que ça, c'est un cas qu'on va vouloir gérer. Et un cas comme ça, on tombe déjà sur une vraie difficulté d'analyse d'espace Sobolev avec des normes anisotropes. Enfin, c'est des choses un peu compliquées. Et donc, on aurait réellement besoin, en plus, d'avoir des Q différents. Ça, c'est absolument indispensable, mais ce n'est pas le problème. Alors bon, il y a des techniques, tout ça c'est relié à des sortes d'inégalités isopérimétriques. Je ne veux pas du tout rentrer dans les questions géométriques là-dedans, parce qu'à nouveau, on va payer le manque de régularité des coefficients, parce que derrière ça, il y a des métriques sur des variétés bizarroïdes, mais ça ne sert à rien dans le sens où tout ce qui sera, même chose, c'est comme pour l'hypoellipticité, de la géométrie riemannienne et des choses sophistiquées sur le groupe d'Heisenberg, avec le groupe d'Heisenberg, c'est grosso modo bêta égale à 1. Et ça ne marche pas du tout. Ça marche pas du tout si on met des bêtas qui sont différents qui sont entre 0 et 1, par exemple. Bien. Donc, je n'en dis pas plus sur le besoin d'une théorie générale. Qu'est-ce que je voulais encore dire là-dessus? Donc, je pense que ça suffit. Donc, et dans le stock des démonstrations, parce que c'est des sortes d'inégalités de Sobolev, dans le stock de démonstration d'inégalités de Sobolev, alors la symétrisation et les inégalités isopérimétriques, ça donne des choses, mais je pense qu'il est quand même plus simple en Fourier avec l'argument que je vous indiquais. Bon, bref, tout ça pour dire que je ne sais pas à l'heure actuelle, que je suis extrêmement optimiste et qu'on s'arrête là-dessus. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme remarque? Non, mais le principal coupable n'est plus là. Donc, c'était Antonin qui me faisait remarquer. J'avais l'impression que j'avais encore quelque chose à vous dire. Oui, il y a le deuxième exposant de Lorentz. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors sur un autre sujet. Donc, ce qu'il y a, c'est récupérer le 2 dans Lorentz.
Donc ça, je vous explique dans les espaces de Lorentz. Donc ça, je vais vous l'expliquer dans un instant. Et puis, il y a une autre remarque sur les contre-exemples. Cette fois sur les contre-exemples avec le bêta plus petit que 1,5. Donc, je vous ai parlé de cette équation en dimension 1, moins x en valeur absolue, x à la puissance 2 bêta, u' plus u, par exemple, égale à f. On peut dire que, par exemple, c'est sur moins 1 plus 1, avec u de plus ou moins 1 égale 0. Ce n'est pas un problème à l'infini. On pourrait prendre le problème dans l'infini, ce ne serait pas gênant. Et Antonin faisait observer, donc je vous ai expliqué pourquoi il y avait une non-unicité, si bêta est plus petit que 1,5, et qu'on récupère un x de bêta u' qui est Lipschitz, et que u' est dans un certain LQ pour q plus grand que 1, qui est associé à ça, parce que ça se comporte comme du 1 sur x à la puissance de bêta. Si bêta est plus petit que 1,5, c'est moins singulier que du 1 sur x, et donc c'est le u' est très intégrable. Donc il n'y a pas unicité, ça je le répète. Et puis Antonin disait, il s'était agité pendant le cours et à la fin du cours, il m'a lâché le morceau, il m'a dit mais je ne comprends pas, parce que si je regarde le problème variationnel, ça c'est l'équation de l'aire Lagrange de ce problème variationnel, cette énergie est strictement convexe. Cette énergie est strictement convexe et donc uniformément convexe, strictement convexe, donc il y a un unique minimum. Donc il y a quelque part une manière de dire qu'il y a une unique solution de ce problème-là, il y a une sélection. La réponse est oui, c'est-à-dire que la minimisation a une unique solution, mais toute solution de l'équation de l'aire Lagrange n'est pas un minimum, et que le minimum, ici, c'est la solution de ce problème-là, avec la propriété que x, je vais écrire ceci comme ceci, c'est que x de bêta u' tend vers 0 quand x tend vers 0. Enfin, comme c'est lipschitzien, pour le u, il est régulier en dehors de 0. Donc x de bêta u', en fait, il se prolonge par continuité, puisque c'est même lipschitzien, et donc c'est la solution qui est, d'une certaine manière, la plus régulière possible, qui étouffe le plus possible la singularité. Donc variationnellement, on choisit la solution la plus régulière. Bon, ça c'est un petit argument variationnel qui montre que parmi toutes les solutions, c'est celle-ci. Alors, on pourrait se dire, mais donc ça veut dire qu'il y a quand même la possibilité de sélectionner la bonne solution. Oui et non, parce que le principe variationnel sélectionne la bonne solution. En revanche, si on désingularise le x puissance de bêta, suivant comment on le fait, la limite n'est pas toujours la même. Donc ça prouve bien que ce soit du point de vue EDP ou du point de vue probabiliste, on n'a pas une notion de bonne solution, la limite dépend de la régularisation. L'exemple, c'est que si vous désingularisez en mettant x plus delta à la puissance de bêta, vous récupérez cette solution. En revanche, si vous désingularisez en disant je tue la singularité près de 0, mais je la tue, donc x de bêta, c'est une fonction comme ceci. Donc une approximation consiste à soulever de 1 sur 2 bêta. Donc c'est de faire quelque chose de delta, c'est de prendre ce trajet-là. Donc ça, c'est une approximation possible, et on est remonté de delta. Une autre approximation consiste à tronquer, de moins delta, entre moins delta et plus delta, et donc c'est la deuxième approximation qui consiste à faire ça. Donc, grosso modo, ça correspond à faire x de bêta moins delta et puis partie positive. OK? Ou x moins, oui, c'est ça. Et à ce moment-là, lorsque vous faites ça, quand delta tend vers 0, vous récupérez la solution qui choisit u de 0 égale f de 0. Parce que près de 0, tout est nul. Donc c'est une autre manière de choisir la solution. Et en général, les deux ne coïncident pas.
Donc tout ça pour dire qu'effectivement, en dimension 1, je ne sais pas si en général c'est vrai ou pas, en dimension 1, si on a des choses très singulières, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de solutions, que ces solutions correspondent à différentes manières de désingulariser le problème. Donc en tout cas, il n'y a pas de bonne notion d'unicité qui soit absolument générale, puisqu'on veut se permettre des choses qui soient aussi bien dégénérées que non dégénérées. Donc là, il n'y a rien à faire. Bon, je n'en dis pas plus parce que là, il n'y a vraiment pas le temps, mais c'était la réponse à cette observation fort pertinente d'Antonin, en disant, mais quid du principe variationnel? Oui, le principe variationnel choisit une solution. Alors, et que le fait qu'on n'ait pas toujours une solution, qu'une solution de l'équation de L'Euler-Lagrange, c'est formellement l'équation de L'Euler-Lagrange et la singularité, gêne pour faire les justifications. Bon, alors récupérer le 2 dans Lorentz. Je ne suis pas très en forme, donc je vais essayer de le faire ou de vous expliquer comment ça marche. Et le mieux, c'est de partir de Sobolev. Donc, gradient U dans L2 supérieur à nu fois U dans L2D sur D-2, nous sommes dans RD. Donc ça, c'est l'inégalité de Sobolev classique. En même temps, si on se sert de la formule de Biot-Savart et de tout ce que l'on sait sur les... la formule de Biot et Savart, c'est simplement de dire que U est égal à moins une constante fois gradient U convolé avec X sur X D. Donc cette formule est vraie. Hein. C'est quoi? C'est simplement le fait que 1 sur x à la puissance d-2 est la solution fondamentale de moins laplacien et que vous écrivez que u est la solution de moins laplacien u égale moins laplacien u. D'accord? Donc u est égal à moins laplacien u est égal à moins laplacien u convolé avec une constante qui ne dépend que de la dimension x à la puissance d-2. Et puis maintenant, ça c'est la divergence du gradient, et donc ceci, ça vous fait gradient u, étoile avec un moins, étoile avec un plus, le gradient cd, gradient de 1 sur x à la puissance d-2. Bon, ça c'est des choses ultra connues, et donc voilà pourquoi vous avez cette formule-là. Donc, si vous servez ceci, vous en déduisez, pardonnez-moi, j'efface ceci. Si vous savez que ceci c'est dans L de 2, vous savez que ceci c'est dans L sur D sur D-1 infini, et donc lorsqu'on prend un produit de convolution, on somme comme dans un produit normal les deuxièmes exposants, donc ça c'est des choses classiques sur la convolution dans les espaces de Lorentz, donc on va récupérer un 2, et le premier exposant, on fait le calcul, c'est 1,5 plus D-1 sur D, et là c'est comme si on était dans les espaces LP classiques, c'est 1 plus 1, vous voyez ce que vous allez récupérer, le 1 il est là, et c'est 1,5 moins 1 sur D. Donc ça, c'est bien le 2D moins D-2, D-2. Et donc, vous voyez que non seulement on a ça, mais si on se sert de ceci, on sait qu'on récupère un 2. Donc, au lieu qui est plus petit que 2D sur D-2, et donc c'est meilleur, hein, parce que plus le deuxième exposant de Lorentz est faible, mieux ça vaut. Bien. Et ça, on a vu que c'était utile lorsqu'on voulait gérer de manière optimale les termes d'ordre 1. Alors on pourrait se dire, à flûte, et d'autant plus qu'on a des inégalités un peu compliquées, un peu tordues là-bas, donc comment suivre le deuxième exposant? Soit on le fait vraiment très très soigneusement et on peut le suivre, soit on se dit, on s'en fout, on obtient une inégalité, puis on va récupérer le deuxième exposant. Pour récupérer le deuxième exposant, il faut faire des découpages dyadiques. Donc, pour récupérer le deuxième exposant, il ne faut pas se servir de cette inégalité. Donc, je répète, j'enlève le 2. Je connais cette inégalité, et comment je récupère le... Bon, alors donc...
Le plus simple, c'est de dire, je vais prendre comme des fonctions phi n de u, qui vont être u moins 2 puissance n, plus inf 2 puissance n plus 1. Ou 2 puissance n d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi je fais ça? Et quand est-ce qu'on tombe sur 2 puissance n? C'est quand on prend pour u 2 puissance n plus 1. Alors, quel est l'intérêt? C'est que le gradient phi n de u, bien, le gradient phi n de u, c'est gradient u et pile là dans la couronne dyadique, là où les u, excusez-moi, je mets une valeur absolue, entre 2 puissance n et 2 puissance n plus 1. Et donc maintenant, si j'élève cette inégalité au carré et que je m'en sers, j'en déduis donc que la somme sur n des gradients, l'intégrale de gradient au carré de u supérieur à 2 puissance n plus 1. Bon, je fais commencer n à n égale à 0. Là où u est minoré, là où u est inférieur ou égal à 1, on s'en moque. Hein. Là où u est inférieur ou égal à 1, u est dans toutes les intégrabilités qu'on veut. Donc je gomme. Ça, c'est grosso modo l'intégrale de gradient u carré. Il y a un petit morceau qui reste. Il y a le morceau plus intégrale de gradient u carré pour u plus petit que 1. Mais celui-là, on peut se le mettre à part. Bien. Et donc tout ça, ça me fait l'intégrale de gradient u carré. Maintenant, je peux me servir de toutes ces inégalités, et donc je récupère que j'ai la somme sur n de phi n de u en norme LQ, le 2D sur D-2, au carré. Bon, alors je vais un peu tricher parce qu'il aurait fallu que je fasse des recoupements. Au lieu de passer de 2 puissance n à 2 puissance n plus 1, il aurait fallu que je passe de 2 puissance n moins 1 à 2 puissance n plus 1. Auquel cas, j'aurais compté chacune des couronnes qui sont là, je les aurais comptées 4 fois, ou 2 fois, ou 8 fois, j'en sais rien. Mais c'est un détail, donc je triche un peu. Phi n de u, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que déjà, ça charge uniquement la zone. Donc je vais dire semblable, et c'est là où je triche un peu. Normalement, c'est dès que j'ai dépassé 3,5 de 2 puissance n, j'ai le droit de dire que ceci est supérieur à 2 puissance n, la fonction indicatrice de u plus grand que 2 puissance n. Alors que je récupère la fonction indicatrice de 2 puissance n, ça c'est clair. Lorsque je suis au-delà de 2 puissance n plus 1, j'ai bien 2 puissance n. Bon, c'est entre 2 puissance n et 3,5 de 2 puissance n que je n'ai pas exactement ce qu'il faut, et c'est pour ça qu'il faut un peu décaler les indices. Bon, donc je triche un peu, il faut jouer un peu sur les n. Ou alors vous dites que ici c'est u plus grand que 2 puissance n plus 1, et vous mettez 1,5 2 puissance n plus 1, c'est un détail, ça. Bien. Et donc, que récupère-t-on? Bien, on récupère ici supérieur à la somme sur n de 2 puissance n au carré. La mesure de u plus grand que la mesure de u plus grand que 2 puissance n, oui, à la puissance bien 2 divisé par 2D moins 2, donc 2 divisé par ce que j'ai baptisé le P qui était là-bas, P égale 2D sur D moins 2. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis simplement en train de dire que si j'ai une inégalité dans LP, j'ai une inégalité qui est un peu plus précise que l'inégalité qui est là, parce que je somme toutes les contributions. Et donc, en fait, quelle est l'idée? C'est que c'est la différence d'homogénéité qu'il y a, c'est à nouveau des choses
Ça a un lointain rapport avec toujours ces idées de décomposition dyadique de l'isolute Paley. Le problème dans L2, c'est qu'on a facilement de l'orthogonalité, on a facilement des sommations qui se passent, qui sont des sommations hilbertiennes. Ceci s'effondre avec LP, et une manière de restaurer cela, donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une sommation hilbertienne qui est cachée de cette inégalité. Et cette sommation hilbertienne est ça qui vous donne, c'est la raison pour laquelle vous récupérez un deuxième exposant qui est 2. Bon, en tout cas, on le voit apparaître ici, et ça, en fait, c'est semblable à la norme LP2 au carré. Alors, ça, il faut comprendre ce petit argument. Pourquoi c'est ce genre d'information qui vous donne la norme LP2, mais si c'est semblable à la norme LP2, ben on a bien récupéré le deuxième exposant. Bon, alors je ne suis pas sûr que j'arriverai à faire cette démonstration, on va essayer, mais la norme LP2, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose comme l'intégrale de 0 à l'infini. Donc normalement, c'est du t puissance. C'est là où je me souviens jamais de la définition. Donc ici, on va avoir un U étoile de t. Normalement, il y a le 2. Ici, il devrait y avoir le 1 sur P. De sorte que si c'est P, ça fait U étoile P, dt sur T. Bon, ça, c'est la norme LP2, c'est le machin. Et U étoile, c'est le réarrangement. Donc U étoile moins 1, si on oublie le fait qu'il y a éventuellement des plats et des choses comme ça, qu'on suppose que c'est bien inversible, U étoile moins 1, c'est une fonction décroissante, et c'est précisément la fonction de distribution de U. C'est ce que je vais baptiser mu de S, où mu est la mesure des U plus grand que S. Bon. Alors, faisons le changement de variable U étoile de t égale à S. Donc, l'intégrale qui est au-dessus vous donne... L'intégrale qui est au-dessus vous donne, alors déjà, à l'intérieur, vous allez récupérer du S, certes. U étoile de t, c'est S. Donc, ça fait du S2. Ça, c'est bon. Ensuite, le t puissance 2 sur p moins 1, bah, ça vous fait du mu à la puissance 2 sur p moins 1. Oui. Et t est égal à mu de s. Donc dt, c'est moins mu prime de s ds. Mu est décroissante. Bon. Oui, je semble avoir démontré que ça paraît presque trop beau parce que j'ai un... Donc ensuite, que suffit-il de dire? C'est que ça, formellement, c'est la dérivée depuis mu puissance 2p. Et si j'intègre par partie, je trouve... Je suis troublé parce que je trouve... Bon, écoutez, là, je fatigue. Donc, je vais trouver en intégrant par partie s fois mu puissance 2 sur p, s. Donc, une expression comme ceci est une norme équivalente dans LP2. Non, mais c'est bon. Eh bien, vous voyez maintenant le rapport entre cette somme discrète et l'intégrale qui est là. C'est tout simplement un jeu de fonctions décroissantes et d'encadrement d'une intégrale par des accroissements sur les couronnes 2 puissance n plus 1. En effet, 2 puissance n plus 1, mu 2p s. S, ben, d'une part, ça se minore par mu 2 sur p 2 puissance n plus 1 parce que mu est décroissante, et ça se minore par s, 2 puissance n, et la longueur de l'intervalle, c'est 2 puissance n. Et ça se majore parce qu'il est le plus grand, mu puissance 2 sur p 2 puissance n, 2 à la puissance le s qui est le plus grand, c'est 2 puissance n plus 1, et la longueur de l'intervalle, c'est 2 fois 2 puissance n au carré.
Et donc vous voyez qu'à des 2 ou des 4 près et à un décalage d'indice, cette somme contrôle cette intégrale. Si cette somme contrôle cette intégrale, effectivement, on a bien récupéré une mesure de la norme dans LP2, et on voit pourquoi, dès qu'on a une inégalité de Sobolev normale, sans deuxième exposant, avec ce choix de fonctions test qui rendent les différentes contributions du gradient orthogonales, ou quasi orthogonales, eh bien, à ce moment-là, on récupère le deuxième exposant qui a joué un rôle pour faire les choses le plus finement possible. Donc ça, c'est une astuce générale hein, qui est bien connue. Il y a des variantes, je l'avais déjà indiqué, je tiens à le répéter. Quand j'étais tout gamin, la première personne qui m'avait montré cette démonstration, c'était Luc Tartare. Et bon, il y a d'autres manières de voir ces choses-là, mais j'aime beaucoup cette démonstration. Alors, je ne sais pas s'il faisait exactement ça, mais en tout cas, l'esprit était... j'ai compris ça, et c'est très joli. Bien. Donc, ça, c'est fini pour les rappels. Enfin, remarque toutes les observations sur... et puis, l'histoire de récupérer le deuxième exposant, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, et c'est fait. Bon, alors, en ce qui concerne des équations sous forme divergence, on a fait le tour de la question. Et donc, le dernier aspect du problème, c'est de dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe maintenant si je prends une équation qui n'est vraiment pas sous forme divergence, avec, par exemple, un U0 qui est dans L', sachant que maintenant on a mis en place tous les outils qu'il faut, si on comprend comment ça marche dans L', on sait comment ça marche dans les LP, et éventuellement il y a des petites modifications à faire dans L1. Bien, donc on va se concentrer là-dessus. Alors, première observation, c'est que évidemment ceci, on peut le réécrire du sur dt moins AIJ DIJU, oh pardon, ça c'est intelligent, moins DI, je mets le terme du deuxième ordre sous forme divergence, pourquoi pas. Ce faisant, qu'est-ce que je paye? Eh bien, j'ai créé un terme DI, AIJ, DJ, et donc si je veux tout écrire avec DI, ça fait moins BI, moins par moins, ça fait plus, DJ de AJI. Attention à l'échange de I et J, c'est parce que j'ai mis des J en deuxième. Bon. Alors, on récapitule. Déjà, on va simplement se servir de ce que l'on a vu aux étapes précédentes. Toujours pareil, il y a régularisation et unicité, hein, les deux étapes clés. Pour la régularisation, toujours A égale 1/2 de sigma, sigma transposé. Pour l'aspect de régularisation, c'est si on a une solution d'une équation comme ceci qui est dans L infini, en un certain sens au sens des distributions, il faut être sûr que tout ceci ait un sens, mais oublions. Fondamentalement, de quoi a-t-on besoin? Nous avons besoin du fait que sigma soit et une dérivée dans L2, et d'autre part que B moins ce que je vais appeler la divergence de A. Alors attention, A est une matrice. Je vais introduire cette notation parce que assez souvent, je vais avoir des objets comme ça qui vont apparaître. Donc, divergence de A, c'est par rapport au premier groupe de variables. Hein? Donc, c'est un champ de vecteurs. Puis je mettrai divergence totale de A, ça sera DIJ de DJI ou DIJ de... Notation, je n'ai pas de notation, hein, je mets ça comme ça au pif. Alors donc, c'est de dire que B moins divergence A, ben, on peut prendre un morceau dans W11 et c'est le lemme de commutation.
Mais on peut se servir aussi de l'information qu'on s'attend à avoir un U qui est dans L' et qu'on va tout faire pour que sigma transposé gradient U soit dans L2. Et donc, si on sait que sigma transposé gradient U est dans L2, si j'ai un morceau de B moins divergence A qui est dans l'image de sigma, qui est dans l'image de L2 par sigma, donc c'est sigma fois L2. C'est un L2 à la puissance m si sigma à m colonnes. Donc ça, c'est pour la régularisation. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Je ne sais pas si on peut faire mieux que ça. Évidemment, si sigma est non dégénéré, ça veut dire dans L2. Si on a des estimations comme ceci, ben on peut un peu travailler sur le fait que ça veut dire dans certains LP faibles, mais enfin bon, peu importe. Donc tout ceci, il y a des variantes. Je mets 3 petits points parce que ce n'est pas là-dessus que je veux travailler. Sur la régularisation, on sait ce qu'on doit faire. Et en fait, c'est l'unicité qui est en général plus méchante que la régularisation. Alors justement, parlons de l'unicité. Ça va introduire des hypothèses en plus. Donc je prends toujours sigma dans W12. Et ensuite, ben, ce qu'il faut, c'est que la divergence, donc que B moins divergence A soit égale à bêta 1 plus bêta 2, avec divergence de bêta 1 supérieure à moins C, et bêta 2 appartient à sigma fois l'infini. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc je me contente de réexprimer cela. À ce moment-là, nous avons existence et unicité, toutes d'une unique solution qui est cette propriété. Je ne cite pas le résultat, on l'a déjà cité. C'est la limite de toutes les solutions régularisées. Il y a une interprétation probabiliste, etc., etc., etc. Bon. Alors, c'est à la fois satisfaisant et on peut quand même se poser la question de est-ce que qu'on se débrouille bien pour l'unicité? Alors, ça paraît très naturel quand on vient des équations sous forme divergence, mais on va se rendre compte dans un moment qu'on peut aller un peu plus loin. Et la raison est la suivante, la raison pour laquelle on doit quand même continuer à réfléchir là-dessus, c'est de dire, ben, qu'est-ce qui se passe si je prends B égale à 0? J'ai un processus de diffusion sans drift, hein, on s'attend à avoir une martingale. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans ce cas-là? On voit que le champ de vecteurs dont on parle, hein, le B, c'est moins divergence A. Bien. Et que le divergence bêta, si B est égal à bêta 1, donc je sais que j'ai le droit de décomposer B en deux morceaux. Donc déjà, ce que ça nous dit, c'est que c'est certainement pas la régularité de A qui compte tout entier. Déjà, tout entière, hein, c'est de A tout entier qui compte. Ce n'est certainement pas la régularité de A tout entier qui compte, puisque déjà, il y a uniquement des divergences qui comptent. Bon. Ensuite, donc c'est un exemple. Si je prends la deuxième estimation qui est là, c'est-à-dire que je prends B égale bêta 1, je peux faire mieux, mais c'est un exemple.
qu'est-ce que je récupère? Je récupère que divergence de bêta 1, ben maintenant, c'est ce que j'ai noté, divergence à barre, hein. Et avec un signe moins, dire que c'est supérieur à moins C, c'est dire que c'est inférieur ou égal à C. Alors que cette hypothèse apparaisse c'est naturel, et je vous rappelle que l'hypothèse qui est ici, dans laquelle on prend bêta 2 égale à 0, hein, le cas bêta 2 égale à 0, ce qui est bien le cas, c'est le cas où on a une bonne estimation, le cas dans L1, avec une estimation exponentielle. Et on sait que cette condition est nécessaire et suffisante. Donc, je répète, c'est la condition nécessaire et suffisante pour des équations générales, et donc pour l'équation qui est ici, par exemple avec b égale à 0, pour être sûr qu'on a une estimation du style d sur dt de la norme L1 de U se majore par une constante fois la norme L1. Et c'est le même C d'ailleurs qui est là. Et ça, je vous rappelle de quoi ça vient, c'est simplement, vous intégrez ceci. Vous intégrez ceci sur les... vous regardez la norme L1, vous intégrez deux fois et vous voyez que c'est divergence à barre, c'est le DIJ de AIJ qui apparaît. Non, ce bar, je n'aime pas. Je vais mettre un divergence 2 parce qu'il y a quand même une dérivée seconde. Alors, néanmoins, il n'y a pas le choix, c'est là. On peut ne pas aimer le fait qu'il y ait besoin d'une dérivée seconde, mais c'est là. Bon. Cela dit, on peut quand même se poser la question de dire donc on ne fait pas des choses qui sont idiotes lorsqu'on écrit ceci. On voit qu'on a un peu de flexibilité en se servant de l'image de sigma. Mais en même temps, je vais faire un calcul qui montre qu'il y a peut-être mieux à faire. Donc là, on s'est simplement servi de ce qu'on savait faire. Et maintenant, regardons d'un peu plus près. Regardons d'un peu plus près quoi? Eh bien, on va regarder, par exemple, le cas, toujours dans le cas, donc une observation. Donc, il y a de nombreuses variantes. Je vais le faire avec, dans le cas P égale à 2, c'est-à-dire une sorte d'identité d'énergie. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec de très faibles régularités, bien que l'équation soit non sous forme divergence, et que donc on ne s'attend pas du tout à avoir des bonnes identités d'énergie, eh bien, en fait, il y en a une assez jolie qui apparaît et qui fait appel à des quantités très naturelles. Donc, on va le faire tranquillement. C'est observation, une identité d'énergie. Alors, je vais le faire avec P égale à 2 pour que ça ressemble bien à une énergie. En fait, c'est beaucoup plus général que ça. Vous pouvez le faire dans LP, dans L1. C'est absolument général. Vous pouvez vous en servir pour définir la notion d'équation. Et on va écrire ça tranquillement. Donc maintenant, en revanche, je vais écrire A égale 1,5 de sigma, sigma transposé. Et donc, j'écris toujours l'équation. Je vais prendre B égale à 0. Hein, on peut toujours rajouter un B, ça c'est un détail, hein, une fois qu'on a compris. Donc, du sur dt moins di de aij dju. Ensuite, alors, il y a un terme qui est en moins 1,5. Le di de aij, je peux le faire taper sur le sigma ou sur le sigma transposé. Faisons d'abord agir sur le sigma. Ça veut donc dire di de sigma i alpha. Ça, c'est divergence A. Divergence sigma, pardon.
fois sigma J alpha dJu. Et ça, c'est sigma transposé gradient U. Donc, divergence sigma, c'est les colonnes de sigma, hein, c'est un vecteur de taille m, et le sigma transposé gradient U, c'est aussi un vecteur de taille m. M étant le nombre de colonnes de sigma, différent de la dimension en général. Donc, ce terme, lui, il est très bon. Il est toujours très bon, parce que dès que j'ai le sigma transposé gradient U, je suis effectivement dans une situation qui correspond à dire que j'ai décomposé mon champ de vecteurs dans sigma fois quelque chose. Et le quelque chose devant le sigma, c'est le divergent, donc je vais déjà l'entourer, c'est le divergent sigma. Donc c'est celui-ci dont j'aurais envie qu'il soit dans L2 pour la régularisation, mais surtout dont j'aurais envie qu'il soit dans L infini pour l'unicité. Donc ça, on a déjà vu que c'était une assez bonne hypothèse. En revanche, la vraie difficulté, c'est de faire, lorsque je fais agir le moins 1 demi, je garde un sigma i alpha et j'écris un di de sigma j alpha dju. Égal à 0. Et celui-là, il est méchant. Parce que devant le dju, je n'ai pas le sigma j alpha, j'ai un sigma i alpha. Et donc, en fait, ce que je voudrais, c'est inverser le ILJ d'une certaine manière. Alors, on va faire une petite observation, mais inverser un I et J quand j'ai des produits de dérivés, bah oui, ça s'appelle un commutateur. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça ne marche pas aussi bien que les gentils commutateurs, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un peu l'idée. Donc, je reprends uniquement ce morceau-là et je l'écris brutalement comme moins 1 demi de dj sigma i alpha di sigma j alpha fois u. Bon. Ce faisant, j'ai bien le terme précédent, mais j'ai réintroduit avec le signe moins 2 termes supplémentaires qui consistent à dériver chacun de ces termes-là. J'ai un terme très symétrique qui est moins dj de sigma i alpha di de sigma j alpha fois u. Ensuite, j'ai un deuxième terme avec un moins, donc il faut que je lui rajoute un plus pour que j'ai égal. Voilà, donc ça c'est celui-ci. J'ai un autre terme qui est plus 1 demi de sigma i alpha dij de sigma j alpha u, qui évidemment n'est pas très réjouissant parce que c'est des dérivées secondes de sigma. Mais alors, ce que je vais faire, c'est de dire que tout ce terme-là, je vais le réécrire comme, donc, je garde le premier terme, dj de sigma i alpha, di de sigma j alpha fois u, et je rajoute un terme supplémentaire qui est maintenant un di de sigma i alpha, dj de sigma j alpha fois u. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc j'ai inversé le ILJ là. Hein. Pourquoi j'ai inversé le ILJ? Parce que je vois que dans le terme que je viens d'écrire, j'ai un dij de sigma j alpha fois sigma i alpha fois u, qui précisément est le terme qui est ici. Donc celui-ci, il est là-dedans. Qu'est-ce qu'il me reste comme autre terme? Eh bien, j'ai plus 1 demi. Donc dériver ça, je l'ai fait.
le DIJ. Il me reste DI sigma I alpha, DJ sigma J alpha. Ça, c'est avec le signe moins, moins 1,5 de divergence sigma carré fois U. Le terme en dérivée seconde disparaît. Donc ça, je l'ai fait pour U, mais bon, après, j'expliquerai que ça marche aussi pour U2. Donc, moins 1,5 de divergence sigma carré. Et donc, le dernier terme qui reste, que je dois retrancher, c'est moins 1,5 de sigma I alpha. Donc, c'est, pardonnez-moi, dj de sigma J alpha, c'est divergence de sigma, fois sigma I alpha DIU, et ça, c'est sigma transposé gradient U. Ce que j'ai rajouté, il est comme le premier terme. Et enfin, le dernier terme qui reste, c'est celui-là, je l'ai déjà pris en compte, celui-là, je l'ai réécrit, bah, c'est le 1,5 de DJ. Alors, DJ sigma I, DI sigma J, c'est D sigma carré. Étant entendu que les dérivés, c'est toujours sur les I et les J, et que le carré fait qu'on somme sur alpha, fois U. Donc attention, ce n'est pas une matrice symétrique. Le carré de la matrice, il n'a pas de signe. Alors, je récapitule. Une propriété un peu curieuse. Puis après, je ferai une démonstration probabiliste pour montrer pourquoi ces termes apparaissent.